Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans notre 36e rendez-vous de la COP éducative Brésil. Bon, il est 15h05 chez moi. Peut-être vous avez des horaires différents là où vous vous trouvez. Donc nous allons peut-être commencer si cela vous va. Donc bienvenue encore à toutes et tous pour notre 36e webinaire des rendez-vous de la COP éducative Brésil. Aujourd'hui, on va continuer à parler d'autobiographie langagière. Je ne sais pas si vous étiez là pour notre dernier rendez-vous de la COP éducative Brésil, le 35e webinaire. Si vous n'avez pas été présent, vous pouvez le visionner sur notre page YouTube IF Pro Brésil. Ce 35e webinaire parlait déjà des autobiographies langagières à travers l'intervention de Nicole Blondeau. Donc, je vous invite fortement, si cette thématique vous intéresse, à y jeter un œil. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, nous continuons avec les autobiographies langagières, mais cette fois-ci, c'est José Segura, un formateur de formateurs qui travaille au CASNAV à Toulouse, qui intervient. José Segura est spécialiste en littérature de jeunesse. Il était déjà intervenu d'ailleurs dans un précédent webinaire des rendez-vous de la COP éducative. Je vous invite à le visionner si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, José va nous parler des biographies langagières mises en pratique en classe de langue. Donc ce sera un webinaire formation atelier. Donc n'hésitez pas tout au long du webinaire, si vous avez des questions, des remarques, à utiliser le chat. Et un temps d'échange sera consacré à la fin de l'intervention de José à un moment d'échange pour répondre à ces questions. Donc voilà, bon webinaire à toutes et tous et merci encore José pour ta participation et je te laisse donc la parole. Très bien, écoute, j'espère que tout le monde m'entend bien. Merci Marjorie, c'est encore un grand plaisir d'être parmi vous au Brésil. Voilà, enfin, j'espère que bientôt tout sera ouvert pour que je puisse venir en vrai animer des formations au Brésil, puisque en fait ma dernière formation à l'étranger, c'était à Brasilia en février de l'année dernière. Voilà. Et ensuite, je suis rentré à Paris dans mon quotidien et puis est arrivé mars et depuis, voilà, je n'ai fait que des formations en distanciel. Bon, voilà, c'est toujours bien de vous retrouver en distanciel, mais hâte de faire des formations en présentiel. Donc, j'ai mis un petit mot donc qui a dû passer entre-temps. Voilà, si vous avez des crayons de couleur, des feutres, des feuilles blanches à portée de main, parce qu'il va y avoir un petit moment où je vais vous demander de mettre en œuvre vos talents de dessinatrice et de dessinateur, ou si certains sont à l'aise avec des outils graphiques sur ordinateur, page blanche sur ordi, voilà, vous pouvez. Alors, je vais partager mon écran. Ouvrir mon PowerPoint. Donc l'idée, effectivement, c'est la demande, c'est de faire suite pour les collègues qui ont participé au premier webinaire de Nicole Blondeau, qui avait présenté une recherche universitaire sur un public très spécifique d'élèves allophones en France et comment ils avaient pu travailler sur ces identités linguistiques à partir de biographies langagières et l'intérêt. Donc l'idée, c'était de voir qu'est-ce que pratiquement pour vous, qu'est-ce qui pouvait être intéressant peut-être de mettre en place ou pas, hein, vous me direz en fonction de vos contextes. Alors attendez, je vais ouvrir la mosaïque, comme ça je vous vois tous sur mon deuxième écran. Voilà, comme ça je vois si vos têtes réagir. Voilà, donc bon, je reviens pas sur les petites bonnes pratiques. Bon, j'ai trouvé ça sur un site, je trouvais ça rigolo, donc pas de chansons, pas de musique, pas de jouets, pas d'animaux. Marjorie a fait une présentation rapide, donc je ne vais pas insister. Moi, je suis prof des écoles en France. Je n'ai plus de classe parce que j'en avais marre des enfants.
Bon, bien sûr, ce n'est pas vrai parce que du coup, j'ai une mission maintenant de formation auprès de mes collègues qui prennent en charge des élèves étrangers, donc en France, dans notre système scolaire, qui arrivent, ne parlent pas français, mais qui sont quand même scolarisés dans notre système scolaire. Donc, on est entre le français langue étrangère et le français langue seconde et de scolarisation, puisque voilà, ils doivent apprendre à parler français pour la langue de communication et très vite apprendre, bien sûr, à être inclus dans le système scolaire français. Alors, ce que je vous propose, on va pas faire un tour d'écran évidemment. Bon, je vais vous donner un petit lien là dans le chat. Vous n'êtes pas obligé. Je vais vous montrer. Alors, le chat, la discussion est sur notre écran. C'est juste, voilà, c'est un petit Jamboard hein, de Google. Et c'est juste, vous prenez, mais vous pouvez le faire après, hein, quand il y aura un trou ou quand vous en avez marre de m'écouter. Voilà, c'est juste, vous prenez un petit, quand vous arrivez au lien, vous allez arriver sur un Jamboard, vous avez une petite post-it que vous pouvez prendre dans l'icône à gauche là que j'ai mis ici là. Voilà, et juste vous pouvez placer ce post-it. Voilà, moi j'ai passé le mien évidemment avec une flèche vers l'est. Voilà, et vous essayez de placer, ça donne une petite idée après des collègues et de la répartition géographique des collègues. Voilà, j'ai mis le lien dans le chat. Vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, ça peut être un peu plus tard dans le courant de. Voilà. Alors peut-être, avant de parler des identités, des biographies langagières, un peu, alors une définition rapide, hein, on va pas faire un cours de fac. Une langue, c'est un langage qui est partagé par une communauté qui lui permet de communiquer. Hein. Je vais enfoncer des portes ouvertes. C'est vrai qu'une langue, c'est quelque chose de collectif qui est partagé évidemment par une communauté. Et dans les langages pour penser et communiquer, en fait, bien sûr, on a la langue, mais on a aussi les langages mathématiques, scientifiques, informatiques, des arts, du corps, langage des animaux. Alors l'idée, c'est que c'est aussi la langue, quelque chose qui se vit avant d'être quelque chose qui s'apprend, quelque chose qui suscite des émotions, rappelle des souvenirs, qui a une musique. Vous verrez que c'est important aussi peut-être pour cette question des autobiographies langagières, parce que l'idée c'est aussi de sortir du scolaire en fait. Hein. Alors, autre définition, donc peut-être justement les questions de plurilinguisme et multilinguisme. Donc le multilinguisme, c'est plutôt la présence de plusieurs langues sur un même territoire hein, qui se côtoient. Et le plurilinguisme est notamment dans la définition du Conseil de l'Europe qui a beaucoup travaillé. D'ailleurs, le cadre commun de référence langue que vous connaissez, le cadre européen, le CECRL, il est bien sûr très imprégné en fait de cette compétence plurilingue et pluriculturelle. Donc c'est bien l'idée de l'aptitude de l'individu à puiser dans un répertoire de savoir-faire et de connaissances dans plusieurs langues pour faire face aux situations de communication les plus variées. Hein. Donc l'idée, c'est pas qu'il y ait finalement une juxtaposition de monolinguisme. Hein. On sait maintenant dans les études en linguistique que quelqu'un qui est bilingue, c'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise deux langues parfaitement, mais c'est quelqu'un qui a justement cette compétence à pouvoir se débrouiller dans ces deux langues. Voilà. Et évidemment, dans un cadre social, à l'acteur social, hein, je reprends pas les termes de la pédagogie actionnelle qui est promue par le cadre commun. Voilà. On va se garder un temps de questions avant, mais bon, éventuellement, je crois qu'on n'est pas hyper nombreux si jamais il y avait
une petite question. Voilà, donc c'est les définitions du Conseil de l'Europe sur ces questions de multilinguisme. Et Daniel Coste, Moore et Zarat, en fait, sont les didacticiens qui ont beaucoup contribué à l'élaboration du cadre commun. Et leur première préoccupation, elle était un peu utopique, quelque part. Quand on voit l'état du monde actuellement, c'est de construire peut-être des sociétés justement plurilingues où tout le monde un petit peu accepterait les différences des uns et des autres. Alors, on va faire un petit jeu. Donc toujours, je vais vous mettre un petit lien et peut-être je repartagerai. Moi, je vais y aller aussi. Donc, je vais vous donner un lien. Donc là, c'est une copie d'élèves. C'est voilà, je vais vous demander un petit peu. Donc voilà, je vous mets le lien dans le chat et donc vous allez sortir peut-être un peu de l'écran. Mais avant de sortir de l'écran, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, le fil de discussion, je l'ai perdu, il est là. Mais avant d'y aller, je vous montre comment ça va se présenter. Voilà, donc quand vous cliquerez sur le lien, mais je vois déjà que vous êtes nombreux à y être, je vous ai mis quelques... Voilà, et le principe, c'est que quand je clique sur une pastille, là, vous voyez, et que j'ai les 4 flèches, je peux la déplacer. Donc, vous allez placer... voilà, donc il faut vraiment qu'apparaisse la croix, les 4 flèches blanches. Voilà, et je peux venir la positionner. Ça va permettre très rapidement que vous vous positionnez. Donc je connais les autobiographies langagières, c'est-à-dire vous avez déjà entendu parler. J'ai déjà peut-être utilisé cette technique alors pour moi, vous mettrez du côté gauche ou pour mes élèves du côté droit. Donc oui, non, voilà, un peu ou je ne sais pas. Dans ma classe, mes élèves parlent d'autres langues que le brésilien à la maison ou en dehors, ou vous ne savez pas. Voilà, si mes élèves parlent d'autres langues, c'est très utile pour l'apprentissage du français. Je me sers des autres connaissances linguistiques des élèves pour l'apprentissage du français. Et si vous connaissez des langues autres de vos élèves, on est bien d'accord, autres que le brésilien ou le français, vous pouvez choisir le mode de texte ici. Donc la petite partie de texte pour écrire. C'est-à-dire je clique, je viens ensuite me placer quelque part ici et je peux écrire, voilà. Donc, par exemple, moi, je mets espagnol. Ça va pour le principe. Voilà, ça va donner une petite idée rapide du groupe. OK, donc on voit, bon, il y a quelques collègues qui connaissaient les autobiographies langagières, apparemment plutôt jamais utilisées. Donc, on a quelques oui dans les d'autres langues. Donc, peut-être les personnes qui ont mis oui, si vous arrivez à écrire donc en prenant le T, l'outil qui a un T encadré. Voilà, donc a priori quand même globalement vous utilisez des connaissances linguistiques. Donc je vais peut-être mettre le I quand même, ça sera pas mal. Ok, on va passer, voilà. Ok, anglais sur les langues, s'il y a d'autres langues. Par exemple, en termes de langue autochtone, c'est une question, mais on pourra échanger là-dessus à la fin. D'accord, donc on a, bon, je vais enlever l'espagnol, c'est moi. Chinois, d'accord. D'accord, donc on est quand même dans des contextes, semble-t-il, d'après vos retours, qui sont pas des contextes très plurilingues. Donc on verra ce qu'on fait un petit peu du webinaire sur la biographie langagière, parce que vous êtes catégorique et il y a peu de je ne sais pas. Bon, dans l'ensemble, vous pensez que malgré tout, c'est utile. Donc, je ne suis pas Marjorie si je vais continuer parce que finalement, tout le monde est super au point. Allez, voilà, c'est un petit moyen d'avoir une vision rapide d'où chacun en est.
Alors, peut-être au niveau des appellations, hein, puisque on verra, je vous ferai un petit point historique. Donc, les appellations, elles ont varié en fait. On a parlé d'approche biographique des parcours mobilité plurilingue, de dessin réflexif, de récit de vie, d'éducation biographique, de démarche portfolio. Et même, c'est un concept qui existe, alors qui était les histoires de vie dans les années 70, dans les sciences de l'éducation, et notamment dans la question des formations d'adultes, donc futurs enseignants ou formateurs. Et c'était tiré du mot anglais life history, donc histoire de vie, qui après, il y a eu pas mal de recherches, mais ça, Madame Grosjean vous en a un peu parlé sur la question de c'est transformé plutôt sur la question des autobiographies langagières. Et avant les années 70, en fait, ça existait déjà, mais plus, on va dire, dans le domaine de la sociologie et de l'anthropologie, pour faire un petit peu des parcours de vie, peut-être des personnes. Voilà. Et c'est à partir des années 70 que les sciences de l'éducation vont se servir un petit peu de cette notion finalement pour peut-être faire prendre conscience aux enseignants l'intérêt. Alors, dans cette méthode biographique, du coup, en sciences humaines, et j'ai mis un tableau là où j'ai focalisé sur la partie évidemment qui nous intéresse, puisque après il y avait d'autres parties en sciences humaines, mais évidemment ici j'ai pris la discipline qui concerne la didactique des langues et du plurilinguisme. Donc, ce que peut viser la méthode biographique, c'est faire prendre conscience aux enseignants de la réalité plurilingue. Et ce que j'ai oublié de mettre d'ailleurs, c'est aussi faire prendre conscience aux enseignants de leur propre parcours d'apprentissage. On le verra après avec la petite activité. Donc, méthode biographique, elle vise aussi à faire travailler les apprenants sur leur répertoire linguistique, c'est-à-dire leur faire prendre conscience aussi de quelles sont leurs connaissances et dédramatiser aussi la question des langues, et puis travailler sur les apprentissages linguistiques et culturels, puisqu'évidemment, dans le linguistique, il y a toujours un enjeu culturel et interculturel qui peuvent être réalisés au contact des autres, bien sûr les enseignants, mais aussi dans la vie en dehors du cadre et du contexte scolaire. C'est peut-être ça aussi l'enjeu, on va dire, de la méthode biographique, c'est finalement de prendre l'être humain dans son entièreté professionnelle, mais aussi personnelle et humaine. Alors, les types de dispositifs, et on en verra tout à l'heure de façon pratique si vous pensez que ça peut vous intéresser dans votre quotidien d'enseignant, bien sûr, ça peut être des correspondances écrites, audio, vidéo, et notamment en langue, faire des correspondances avec la langue qu'on apprend ou d'autres, des journaux de bord d'apprentissage. Et là, on verra que ça peut être intéressant aussi pour l'enseignant qui est quand même censé être quelqu'un qui est toujours en apprentissage. Enfin, moi, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose pour avancer. Bien sûr, les biographies, histoire et parcours langagiers. Et puis, portfolio, et d'ailleurs, on mettra en lien tout à l'heure avec le portfolio européen, dont on trouve plus trop de traces d'ailleurs sur Internet. Ou le dessin réflexif, parfois pour le plus petit, et bien sûr le côté verbalisation orale autour d'entretien ou verbalisation écrite. Alors, comme je parle beaucoup, alors peut-être que certains, évidemment, je vais reprendre, étaient là pour les journées Francescola ou pas, donc j'avais déjà fait cette activité parce qu'on était sur la question du bilinguisme. Mais voilà, donc je vais vous mettre un petit temps d'introspection là, peut-être je vais mettre une petite musique sympa, brésilienne ou pas. Donc vous allez réfléchir un petit peu
dans votre histoire personnelle, finalement, quel contact vous avez eu avec d'autres langues. Alors attention, on sort du cadre enseignant, c'est-à-dire je ne demande pas que quelle langue vous auriez une bonne note si on faisait une évaluation dans la langue, mais voilà, ça peut être votre voisin qui est d'une autre nationalité, ça peut être des vacances, voilà. Faites une petite introspection, voilà, dans mon histoire, quelles sont les langues qui ont marqué ma vie à titre personnel, professionnel, éducatif, universitaire, voilà. Mais vous n'avez pas forcément une maîtrise importante, mais voilà, qui sont importantes dans votre vie. Donc vous prenez quelques notes comme ça pour vous. Je peux préciser si pour certains c'est pas clair. Hein, voilà, depuis que vous êtes petit, voilà. Et ensuite, le principe, c'est pour ça que si vous avez quelques crayons de couleur ou quelques feutres de couleur, vous prenez une feuille blanche. Vous pouvez dessiner une silhouette d'homme, de femme, voilà, et même si vous êtes un homme, de femme, etc., ou un arbre, ou la petite maison, voilà, et vous essayez de représenter par des couleurs, des formes, des petits dessins, euh, finalement, ces rapports que vous avez eus avec les langues dans votre histoire. Donc, première étape, petite introspection écrite. Deuxième étape, transformer finalement ce petit parcours de vos langues, des langues de votre vie, qui ont façonné votre vie de façon graphique. Donc, ça peut être des couleurs à l'intérieur du personnage. Voilà. Donc, vous dessinez un personnage à main levée. Si on était en présentiel, évidemment, je vous donnerai ces fiches-là. Voilà. Hein, là, je prends un feutre. Je dessine quelque chose. Je dessine le personnage et puis, grosso modo, hein, voilà. Et à l'intérieur, donc, vous pouvez écrire aussi à l'intérieur de personnages, différentes couleurs, vous pouvez colorier, vous pouvez. Est-ce que la consigne est claire ou elle a besoin d'être explicitée? N'hésitez pas. Donc, si dans le chat, Marjorie ou Thomas ou Valdemar, n'hésitez pas à m'interpeller. J'ai perdu le petit truc de la discussion. Je l'ai mis. Bon, s'il n'y a pas de réaction, donc je vous laisse 5 petites minutes et puis on verra après si certains d'entre vous veulent nous présenter et on en parlera ensemble. Alors, peut-être je vais départager l'écran et est-ce que certains d'entre vous souhaitent, alors ça peut être très intime, hein, il est évident que si ça pourrait prendre plus de temps pour bien que chacun, parce qu'on va peut-être rentrer dans l'intime. Voilà. Donc, si certains d'entre vous souhaitent, mais il n'y a pas d'obligation. Après, moi, je vous montrerai quelques exemples éventuellement. Nous montrer, on essaiera de mettre. Vous montrez à la caméra, puis on essaiera d'obliger le. Normalement, on doit pouvoir mettre en gros la personne, mettre en évidence pour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous montrer et nous décrire un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a ressenti, voilà, ou pas nous montrer et simplement oralement nous dire voilà ce qu'il a ressenti en établissant un petit peu ce répertoire langagier. En fait, j'ai fait un mix du répertoire langagier avec la biographie langagière. Hein. Le répertoire langagier, ça serait l'état des langues pour lesquelles actuellement je suis en contact, alors que la biographie langagière, vous l'avez compris, il y a plus une notion de parcours en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole et montrer ça serait bien, ça serait chouette. N'hésitez pas à participer. Non, personne veut se lancer sur voilà, ou même sans montrer à la production que vous gardez pour vous, mais ça serait bien que voilà, si j'avais une ou deux, je serais Bon, super. d'accord. Oui, je prends la parole alors.
Allez, merci. De rien, un plaisir. Je dirais tout d'abord bonjour à tous. Je dirais plutôt que c'est, pour moi, j'ai imaginé, d'après les consignes que tu nous as données, je pense plutôt à un arbre. Mais comme je suis un très mauvais dessinateur, j'ose pas vous montrer le dessin que je vais faire. Alors, moi, je dirais que les racines, c'est plutôt le français. Le tronc de l'arbre, ce serait anglais, italien et espagnol. Les fruits de l'arbre seraient plutôt le français. Parce que, et les racines et les fruits, le tronc, moi, je dirais que c'était plutôt le passage, parce que le fait de parler français, de parler anglais, espagnol et italien également, m'a énormément aidé à progresser professionnellement. Le fruit, c'est vraiment une relation d'amour. Moi, je dessinais comme si c'était une espèce de les fruits, c'était des petits cœurs avec le français dedans, parce que venant évidemment des racines. Voilà. Très bien, ben merci Guillermo. On ne voit pas le dessin, mais je crois qu'on l'imagine. Il est nul. Non, il est nul. Il est nul. Regarde ce que je fais là. Il est nul. Moi, je suis un très mauvais. Non, mais parce qu'on avait très peu de temps et puis peut-être j'aurais dû anticiper sur la question des crayons de couleur. Non, mais on imagine très bien. Écoute, avec un peu plus de temps, tu le colorieras et tout et tu nous l'enverras, on le mettra à dispo dans les contenus de formation. Allez, merci en tout cas. Je crois qu'il y avait quelqu'un dans la discussion qui était prête. Alors, normalement, Merci Guillermo, c'est Erika qui s'est manifestée sur le chat. Donc, Erika, vous pouvez, je crois, partager votre écran. Ah, d'accord, super. Je vais ouvrir mon micro pour vous expliquer un peu. Bon, déjà, je trouvais super intéressant de réfléchir à tout cela. Je suis péruvienne, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Ici au Pérou, il y a aussi d'autres langues comme le quechua, l'aymara. C'est vrai que dans ma ville, même s'il y a des gens qui parlent ces langues-là, ce n'est pas une diffusion assez large. Au moins, moi, je parle pas ces langues, mais j'ai des voisins, des voisines qui parlent quechua. Et puis, la première langue étrangère que j'ai eu l'opportunité de découvrir, c'est le français, puis l'anglais. Mais l'anglais, ce n'est pas tellement représentatif pour moi parce que j'ai jamais pu faire des progrès importants. Et c'est pendant des voyages que j'ai pu voir jusqu'à quel point la connaissance d'autres langues, dans mon cas le français, m'a permis de comprendre assez facilement l'italien. Donc, c'est pendant un voyage en Italie que je pouvais quand même comprendre une bonne partie de ce que mes interlocuteurs me disaient. Et c'est au Sénégal que j'ai pu découvrir les difficultés de certaines personnes quand on n'arrive pas à décoder les sons, les intonations d'une langue qui nous est complètement inconnue. Donc, c'est le Wolof qui m'a marqué parce que même si les gens étaient collaboratifs, prononçaient, m'expliquaient, me donnaient une liste de vocabulaire de base, c'était impossible pour moi de décoder cette langue pendant un mois. Et puis, un jour, sans être vraiment consciente de cela, j'ai commencé à comprendre les premiers mots lorsque les gens parlaient entre eux. Donc, ça m'a fait comprendre jusqu'à quel point, non, et pour certains apprenants, le français peut être difficile au début parce qu'on est incapable de comprendre les sons, de décoder les règles de cette langue. Donc, c'est vraiment important de pouvoir être en contact avec d'autres langues. D'accord, merci beaucoup pour ces jolis dessins et ce joli témoignage aussi, et, voilà, qui permet effectivement de se rendre compte aussi parfois de la difficulté qui peut être celle de nos apprenants. Bon, peut-être, oui, le temps passe extrêmement vite, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, une dernière personne qui souhaiterait faire part de son dessin, son témoignage, ou on avance? Non, allez, on avance alors. Hein. Une fois, deux fois, trois fois, vous n'allez pas le regretter après. Hein.
je suis sûr que vous le regretterez. Vous direz, voilà, j'aurais eu envie, j'ai pas osé, et, j'avais quand même envie de parler. Voilà. Alors, juste pour la petite histoire, comme je travaille beaucoup sur ces questions-là, j'avais fait ça en formation de prof de langue, non, de prof de classe ordinaire, et il y avait en présentiel, hein, et une collègue était très agressive. Enfin, je voyais que l'activité lui plaisait pas du tout, qu'elle me jetait des regards un peu noirs. Donc je m'approche, je dis ça va pas. Non, mais elle me dit je vais vous dire la vérité, votre activité elle est nulle, elle me plaît pas du tout. Et je dis bon, d'accord, ben vous la faites pas, il n'y a pas d'obligation, je comprends. Puis au bout d'un moment, je la vois qu'elle commence à gratter en fait, puis à faire des trucs. Et en fait, elle est la première à lever le doigt pour dire bah si finalement. En fait, ça m'a profondément ébranlé parce que quand j'étais petite, mes parents m'ont envoyé en Allemagne et ça a été une période très difficile pour moi. Et mon premier contact d'apprentissage d'une langue en immersion, ça a été horrible. Et quand vous m'avez demandé de faire l'introspection, elle dit ça m'a retourné le ventre comme quand j'étais ado et que je me rappelle de ça. Voilà. Et c'est du coup, on était presque tous. Et une autre fois, j'avais fait avec une prof. Et quand elle a commencé à raconter, elle avait montré le petit personnage, elle avait fait des chœurs en occitan et tout. Et elle s'est mise à pleurer. J'étais vraiment très très mal à l'aise parce que l'occitan lui rappelait ses grands-parents qui étaient voilà, qu'il avait élevé et du coup elle a commencé à pleurer, cette pauvre collègue, et enfin voilà, donc quelque chose qui lui a remué les tripes à chaque fois. Donc on voit bien que la langue aussi, elle a des implications très personnelles et en termes d'identité et parfois qu'on ne perçoit pas pour les élèves aussi, hein, à partir du moment où nous-mêmes on se met en situation. Allez, je repartage et j'arrête de raconter mes souvenirs personnels parce que sinon on en a pour la soirée. Alors bon, voilà. Alors voilà, j'avais gardé quelques petits. Alors avec du temps. Évidemment, le webinaire, c'est vrai que c'est quelque chose, il faut être rapide. Moi, il m'arrive de faire des formations sur ces thématiques un peu plus longues. Donc, voilà ce que peuvent faire des collègues. Ça, c'est des collègues en formation, hein, voilà, avec un peu plus de temps. C'est pas qu'ils sont forcément meilleurs dessinateurs, hein, Guillermet, rassure-toi, mais ils ont un peu plus de temps et ils ont de la couleur, voilà, pour mettre, voilà. Alors, donc là, comme je disais, j'ai fait un mélange sur le répertoire langagier qui serait finalement quelles sont les langues que j'ai, que je possède plus ou moins, on va dire, avec des compétences plus ou moins fortes à un temps X, voilà, et la biographie langagière qui est plus justement quelque chose qui va s'étaler dans la durée. Voilà. Alors, c'est pas nouveau puisque dans le portfolio européen des langues du Conseil de l'Europe, voilà, ils mettent en place, enfin, quelque chose qui est justement qui donne à l'apprenant. Donc le portfolio, on va en fait noter toutes les expériences qu'on sait faire dans chaque langue et toutes les expériences linguistiques, culturelles et d'apprentissage vécues dans le contexte éducatif, hein, formel ou en dehors de celui-ci. C'est ce qui est intéressant aussi dans le portfolio européen, c'est que bien sûr on prend la langue, la connaissance académique, scolaire de la langue évaluée avec les critères d'évaluation du pays, mais on va aussi prendre en compte tous les contacts interculturels dont on pense qu'ils peuvent être intéressants aussi, voilà, et donc pour promouvoir toujours cette idée de plurilinguisme pour pour le Conseil de l'Europe. Alors, peut-être comme on arrive déjà sur la fin, bon même peut-être si je peux déborder, l'autobiographie langagière avec des élèves. Alors évidemment, vu les petites pastilles tout à l'heure, il semblerait que vos élèves finalement qu'on soit peut-être dans un contexte
plus monolingue finalement que ce qu'on peut trouver nous dans nos pays. Hein. Moi, si je prends en France, évidemment, avec les contextes de migration, on peut se trouver très vite. Enfin, moi, je vois sur des classes à Toulouse, et c'était aussi ce qu'avait présenté Madame Grosjean au dernier webinaire. Dans une classe en France, on se trouve tout de suite sans que les collègues le sachent. C'est pour ça aussi que peut-être on verra si on a un petit temps de discussion à la fin. Peut-être que vous avez répondu non. On verra, mais est-ce que vous avez questionné les élèves? Moi, je suis très surpris parfois quand je vais dans les écoles. Je demande à mes collègues en France, mais est-ce que vous savez si vos élèves parlent d'autres langues à la maison? Et assez souvent, les collègues me répondent que non. Mais je leur dis, faites une petite enquête et puis on se recontacte dans un petit moment. Et souvent, les collègues me recontactent. José, écoute, effectivement, tu avais raison. J'ai fait un petit sondage. Je suis très étonné. Il y a beaucoup d'élèves qui, lorsqu'ils rentrent à la maison, on leur parle une ou d'autres langues, alors que j'en avais pas du tout conscience et parfois même je l'avais même pas imaginé. Voilà. Donc, d'après vos réponses, vous êtes plus finalement dans un contexte monolingue. Voilà. Alors, en termes d'activité, on peut en profiter effectivement pour travailler. Alors, avec les plus grands, je ne sais pas quels sont les critères d'âge de vos élèves par rapport au groupe là qui est là, mais donc j'ai essayé de proposer des choses pour tous les âges, alors avec des plus grands et avec des niveaux avancés. Hein, je vais pas vous lire. Voilà, on peut travailler. Donc ça, j'ai pris ça sur des sites. Les Canadiens travaillent beaucoup là-dessus. Voilà, donc voilà, donc on l'a pas fait exprès, hein, après l'intervention d'Erika. Donc une jeune fille péruvienne, dont la famille a migré au Canada et qui nous explique finalement tous ces mélanges de langues. Sachant qu'en plus elle fréquente une école française où on apprend l'anglais, elle parle espagnol et français chez elle. Enfin bref, donc voilà. Et, on voit. Alors ce qui est très intéressant, moi je trouve, c'est la dernière partie, enfin les trois derniers, le troisième dernier paragraphe, où elle dit que sa cousine et elles ont inventé une langue, c'est l'espaglish franc, c'est l'espagnol mélangé avec du français et de l'anglais. Voilà, donc ça veut dire que évidemment, ce contexte pour cette jeune fille fait que la langue pour elle n'est plus quelque chose qui est mal vécu, mais qui est devenu un jeu. Hein, au point qu'on s'amuse à mélanger ces différentes langues. Voilà, moi je trouvais ça très intéressant. Donc voilà. Alors peut-être qu'effectivement on est dans une situation privilégiée et que peut-être, mais voilà. Mais en tout cas, ça veut dire qu'elle assume pleinement toutes les langues qui la traversent sans que ça lui pose des problèmes. Mais c'est aussi parce que peut-être son environnement fait que l'a autorisé justement à pouvoir du coup être fière de ces différentes langues qui la traversent, même si elle n'a pas forcément le même niveau dans toutes. Alors, je vais pas prendre lui. De toute façon, je vous donnerai les liens vers ces vidéos. Je me suis beaucoup inspiré des travaux de Nathalie Auger, qui a un site très intéressant. Je vous donnerai des liens. Alors voilà, là c'est un apprenant de FLE à l'université de Montpellier. Et je l'aime beaucoup. Alors, je vais pas passer les 5 minutes, le temps passe vite. C'est le temps brésilien est un peu déformé, je crois. Alors, est-ce que j'ai partagé le son? Je vérifie que oui, j'ai partagé le son. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma biographie langagière. C'est celle qui exprime toutes mes connaissances concernant la langue. Et je vais vous expliquer tout d'abord ma biographie langagière et puis je vais vous l'expliquer plus précisément. Et ici, j'ai construit ma biographie selon les connaissances de tous les personnages indiqués dedans.
En fait, je les ai classifiés du plus intelligent jusqu'au plus naïf. C'est-à-dire la personne la plus intelligente, c'est représente le langage que je parle le plus parfaitement et inversement. Et voilà, alors ça dure 5 minutes, je vous donnerai le lien. C'est pour vous montrer qu'on peut aussi profiter de l'autobiographie langagière pour travailler l'oral. Hein. J'ai montré l'écrit tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je sais pas quel niveau vous lui donnez. Voilà, c'est quand même donc un élève chinois. Et vous voyez derrière, bon là, il a fait les petits dessins collés, mais derrière, il y a aussi une sorte d'infographie là qui est projetée. On voit le chinois. Avec le français la maison, l'anglais la porte. Donc, vous voyez des représentations diverses et variées. Donc voilà, donc c'est un exemple pour dire qu'on peut aussi se servir de ces autobiographies langagières pour des activités finalement en français langue étrangère. Voilà. Alors une enseignante de FLE. Alors j'ai beaucoup de chance parce que vous allez voir pourquoi. Donc vous voyez une autre représentation. Je vais pas la passer en entier, mais ça vaut le coup que je vous montre le début. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parti. Bonjour à tous, moi je m'appelle Alcioneide, je suis brésilienne et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter mon œuvre. D'abord, comme vous pouvez voir, nous avons 3 volcans. C'est vrai que le deuxième, il n'est pas vraiment clair, mais je vous explique. Ces paysages-là, c'est la représentation fidèle de tout mon parcours linguistique. Donc, les premiers volcans, celui qui est en éruption, celui qui est actif, il représente les langues par lesquelles je m'exprime, comme les langues que je m'exprime à l'oral, soit à l'écrit, soit ici en France, soit au Brésil, en tant que professeur de FLE. Et ce sont des langues que je peux exprimer toutes mes émotions et mes sentiments. Et aussi, je peux avoir des... Bon, voilà, j'ai comme... alors, c'est 16 heures, c'est la fin. Je pensais qu'on pouvait déborder un peu, mais on ne peut pas déborder, c'est ça l'idée? Oui, José, en fait, oui, le webinaire dure maximum, enfin, d'habitude, on peut déborder un petit peu, mais c'est vrai qu'on a une réunion, nous, juste après, donc on va devoir couper à 16 heures. Parce qu'on utilise le même compte Zoom. Alors, j'avais pas compris. Du coup, moi, j'étais parti comme d'habitude sur 1 heure et puis un peu d'échange. Alors, donc, je vais passer un tout petit peu en accéléré parce que si vraiment, ça veut dire qu'il nous reste même pas 10 minutes, quoi. Il nous reste, oui, 10 minutes, oui. D'accord, donc ouais. Alors pardon, hein, j'avais pas compris. Hein, moi, j'étais parti comme d'habitude sur 1 heure de webinaire, de présentation éventuelle, et puis un petit temps de questions qui pouvaient déborder après l'heure. J'avais pas compris. C'était vraiment 1 heure tout compris. Alors, donc du coup, voilà, donc activité orale, voilà, ça peut être. Vous avez vu que les représentations, elles peuvent être diverses. Il y a je vous donnerai le lien donc sur TV5 Monde. Il y a une activité très intéressante à partir d'un site web justement sur les langues de la classe pour des enfants un tout petit peu plus jeunes qui s'appelle La fleur des langues. Donc l'idée c'est vous voyez, c'est que on va travailler sur des fleurs des langues et on peut faire plusieurs couleurs. Donc en rouge les langues que je parle, en bleu les langues que je ne parle pas mais que je comprends, en vert les langues que je ne parle pas mais que j'entends, en orange les langues que je ne parle pas mais que j'ai vues. Voilà, donc l'idée c'est peut-être de réussir quand même à travailler sur de la biographie langagière sans que forcément les élèves ils aient un répertoire langagier qui soit ouvert. Hein. Ça va être peut-être des représentations parce que il y a ce qu'ils voient aussi à la télé, ce qu'ils entendent peut-être, peut-être les musiques qu'ils écoutent, etc. Voilà. Et donc l'idée c'est qu'on va faire, soit dessiner. Ici à droite, c'est une fleur des langues de toute une classe, donc chaque pétale représentant un élève après ce travail.
Alors voilà, j'avais une petite vidéo, mais je vous la mettrai à disposition juste pour montrer que ça peut être des fleurs. De nombreuses langues. Alors des fleurs qu'on découpe. Vous allez à votre L'idée que ça peut être une fleur ici qu'on découpe et que qui peut ensuite on peut avoir un petit pot de fleurs avec les fleurs des élèves. Voilà. Alors, donc, pardon, c'est un tout petit peu en accéléré pour que s'il y a au moins quelques questions. Mon premier portfolio, je vous les donnerai, je les ai scannés parce que je n'ai plus réussi à les trouver sur Internet. Il y avait sur le site du Conseil de l'Europe des portfolios qu'on pouvait télécharger. Je n'ai pas réussi à les trouver, donc, mais peut-être j'ai pas bien cherché. Voilà, donc j'ai scanné. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc pour des petits, des plus petits, donc voilà, mes contacts avec d'autres langues et d'autres cultures. Nous connaissons des histoires, des chansons, des comptines d'autres pays. J'aime des sports venant d'autres pays. Donc, vous voyez, on peut dépasser en fait la connaissance ici linguistique et langagière pour peut-être aborder des contacts interculturels. Ils avaient fait aussi un premier portfolio européen des langues pour les 6-10 ans, donc on va retrouver à peu près les mêmes choses, c'est-à-dire sur cette page, tu peux noter toutes les langues que tu as l'occasion d'entendre au sport, dans mon quartier, à la télévision. Donc, c'est vraiment pour faire prendre conscience aux élèves de cette question. Voilà, et des portfolios pour les âges collège, donc toujours dans la même voilà, avec une présentation évidemment un peu moins imagée que pour les plus petits, mais voilà, j'ai accueilli des personnes venues d'un autre pays, j'écoute, je traduis, j'ai déjà écouté des chansons, des émissions de radio, et on pointe les langues. Voilà, c'est vraiment l'idée de dédramatiser les langues. Alors pour conclure très rapidement, est-ce que l'intérêt des biographies langagières pour le formateur, l'enseignant, est-ce que ça peut engager une transformation des savoirs? Moi, je pense que oui, mais c'est vous qui, en le mettant en pratique, peut-être pouvez répondre. Stéphanie Galligani dit que cette démarche réflexive, à la fois du côté du formé, c'est-à-dire de l'élève, mais aussi du formateur, elle est importante parce que le récit qui en est fait est à considérer comme un récit de pratique et de comportement aux situations. Hein. Et je reprends notre collègue tout à l'heure qui a parlé du Wolof, où finalement se trouver elle-même confrontée à cette difficulté et la conscientiser. Peut-être va lui permettre en tant qu'enseignante de mieux appréhender les difficultés des élèves. Voilà. Et Molinier dit que voilà, la biographie langagière développe la capacité du sujet à construire du sens à partir des composantes disparates de sa propre identité linguistique et culturelle en interaction avec d'autres et à développer le répertoire plurilingue et pluriculturel. Voilà, donc des questions, mais j'ai peur que du coup, on ait peu de temps. Mais Marjorie, c'est toi qui me... Merci beaucoup, José. Et désolée de te couper un peu dans ton élan. Je n'ai pas vu de questions sur le chat. Je ne sais pas si on a le temps d'une question, au moins. Donc, je ne sais pas si quelqu'un souhaite poser une question. Guilherme, je vois que vous avez votre micro désactivé. Oui, effectivement, ce n'est pas une question, mais c'est juste une réflexion. Je vais essayer de parler très rapidement, parce que là, ça tombe bien. C'est pour ça que je me suis inscrit à ces webinaires, parce que nous, on a travaillé là récemment l'histoire des biographies, mais pas avec ce nom, à vrai dire, parce qu'on a travaillé la glottophobie. Et donc, la glottophobie, c'est justement le préjugé envers d'autres langues mineures, mais pas dans le cadre de la linguistique. Je voudrais juste signaler qu'il est très important de maîtriser la biographie langagière. Elle peut contribuer énormément à le pont plutôt que du mur, parce que la glottophobie, elle construit des murs entre les citoyens et les étudiants qui ont dans ce territoire, dans ce terrain d'études de langues étrangères, alors que
quand on prend en considération le vécu de chaque personne, comme j'ai des élèves chinois, comme j'ai des élèves hispanophones aussi, mais qui ne veulent pas parler espagnol avec nous, etc. Bon, enfin bref, il faut éveiller chez chaque individu les grands avantages de pouvoir maîtriser une, deux, trois langues, peu importe lesquelles, parce qu'elles contribuent énormément à l'apprentissage d'autres langues et ainsi dans un cercle vertueux, je dirais. Donc, il est très important de faire ça. Et nous, on a projeté aussi un petit film, là, un court-métrage, qui parlait justement des écoles d'accueil en France, plus précisément. Là, c'était une appropriation parce qu'ils ne respectaient pas, grosso modo, les origines et les langues des apprenants, des étudiants qui arrivaient. Et donc, on a discuté, c'était vraiment merveilleux, la discussion, parce qu'on a pris justement ce point de départ, c'était la maîtrise d'autres langues et qu'est-ce que cela peut contribuer à l'acquisition. En gros, c'est ça. C'est juste ce que je voulais signaler. Merci. D'accord. Ben, merci pour cette intervention. Évidemment que je partage à 200%. Forcément, tu t'en doutes. Bien sûr. Alors, et même la glottophobie, qui est donc le concept développé par le linguiste Philippe Blanchet, elle va même plus loin puisqu'elle peut aussi toucher les accents. Hein, et notamment, lui, il en a parlé en France, où il expliquait, par exemple, que en France, évidemment, quand vous venez du Sud-Ouest ou de Marseille, on dit que vous avez un accent qui est pas le même que le parisien. Et il disait que, en fait, quand quelqu'un, par exemple, un journaliste qui monte à Paris, on va lui demander, un journaliste de radio ou de télé, on va lui demander très vite de quitter son accent du Sud, sauf si c'est un commentateur de rugby ou de commentateur sportif, où là, par contre, le fait d'avoir un accent, ça apporte un côté un peu exotique. Voilà, c'est-à-dire que la glottophobie, elle peut être même sur l'accent, évidemment, où on va privilégier l'accent dit pointu parisien, qui fait sérieux, alors que l'accent du Sud-Ouest ou marseillais donne toujours une impression de c'est pas très sérieux. Voilà, Philippe, le Premier ministre, bon après on a les sympathies politiques ou pas, mais c'est fait pas mal. Notre Premier ministre Jean Castex, hein, qui vient du Sud, c'est pas mal fait railler sur son accent au début, quoi. Ce que je trouve lamentable. Enfin, moi, je vais le railler sur ses idées politiques à la limite, mais pas sur son accent, quoi. Bon, voilà. Donc effectivement, donc évidemment, il y a quelque chose de l'altérité. Pardon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres ou commentaires ou questions? Enfin, Marjorie, non, pardon. C'est toi qui es chef. Non, mais avec toi, José, pas de problème. Je n'ai pas vu d'autres commentaires sur le chat. Il y a des remerciements qui apparaissent de Denise, de Souraya. D'accord. Bon, après, de toute façon, vous avez mes coordonnées, enfin en tout cas je les avais mises, je peux remettre mon mail. Guilherme, si jamais tu as des choses, évidemment, puisque tu es sur un projet, enfin les autres aussi, hein, mais comme tu étais sur un projet particulier, je remets mon mail éventuel, et puis il y aura le PowerPoint, et je vous donnerai aussi les liens vers les sites desquels j'ai tiré certaines des vidéos notamment. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, José. Toutes les informations que vous donne José seront partagées sur IFPRO Brésil, hein, comme d'habitude. À l'issue des webinaires, les présentations sont partagées sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et José vient de vous partager sur le chat son adresse mail. Tu as eu d'autres remerciements? Merci, merci à vous en tout cas. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous, chers collègues brésiliens. C'est toujours un plaisir de te recevoir dans nos rendez-vous de la COP éducative Brésil, José. Voilà, et on espère que je pourrai aller vous voir bientôt, hein, ou à l'inverse, hein, quand vous pourrez bouger, vous, du Brésil aussi. Voilà, et que vous passez par Toulouse, faites-moi signe. C'est noté. Merci José, merci à toutes et tous pour votre participation. Merci Marjorie, merci. Merci José. Merci. Au revoir. N'hésitez pas merci à tous. Merci. À rester connectés sur IFPRO Brésil. Le prochain webinaire aura lieu dans 15 jours. Donc voilà, vous connaîtrez très prochainement la thématique. Donc restez connectés.
Et je tenais aussi juste à vous présenter Thomas Le 4, dont a parlé José tout à l'heure, donc qui est mon collègue ici à l'ambassade de France à Brasilia. Il y a aussi Aline Bastos Lima, qui est notre assistante au service de coopération éducative et linguistique. Et Thomas reprendra très prochainement la relève des rendez-vous de la COP éducative. Il me remplacera pour la modération. Voilà, donc merci à toutes et tous encore pour votre participation et à très bientôt sur au Brésil. Merci tout le monde, merci Marjorie, merci Thomas, merci Paloma. Bye bye José, merci. José, merci. Au revoir Denise, à bientôt. À très vite, à bientôt.